Excellent. Donc, on va commencer. Donc, bienvenue dans ce webinaire du mois de janvier 2025. Webinaire que je souhaitais faire avec vous, avec plusieurs demandes de justement, c'était quoi mes coups de cœur de matériel polyvalent qu'on utilise dans les espaces naturalisés. Justement, on va regarder peut-être du plus gros matériel, mais aussi je vais vous faire mes suggestions de petits matériels. Donc, c'est vraiment des coups de cœur sous forme littéralement d'histoire. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire avec vous. L'objectif, c'est justement de découvrir là, les matériels polyvalents coup de cœur pour l'apprentissage qui est présenté, puis je vais vous le présenter en fait sous forme de petites histoires inspirantes. Là. C'est vraiment pour les enfants de 3 à 12 ans principalement, mais vous allez voir que les matériaux libres, en fait, si vous êtes même familier, si vous êtes familier avec les matériaux libres polyvalents, vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'âge parce que même à notre âge, moi j'ai 30 ans, puis même à mon âge, on les utilise quand même toujours, les matériaux libres polyvalents, que ce soit dans notre quotidien. Donc, j'aime ça dire, on fait avec ce qu'on a. C'est beaucoup ça, l'objectif. Mais comment est-ce qu'on l'interprète, là? Comment est-ce ça se transpose, en fait, dans le jeu de nos plus jeunes? Fait que c'est ça que je veux voir avec vous. Euh, Avant d'aller plus loin, pour ceux qui se joignent à moi, qui se joignent à nous, en fait, pour cette première fois, donc webinaire, je m'appelle Rosalie Morin. J'ai fondé Nalu avec la conviction, en fait, d'atteindre plus de 100 000 personnes, que ce soit avec les formations, ou bien nos accompagnements de naturalisation de cours extérieurs. Donc, c'est l'objectif c'est la vision de Nalu. Plus vous allez jouer à l'extérieur, en contact avec des milieux naturels, plus euh, j'atteins cette mission-là, cette vision-là aussi. On est disponible, en fait, le contenu est disponible autant sur YouTube avec la reprise des webinaires, sur LinkedIn, que ce soit avec des articles ou bien du contenu qu'on aime bien, donc on vous repartage, ou bien même sur Facebook pour vous parler un peu de ce qu'on fait de manière générale dans notre quotidien. Donc voilà. Pour aller plus loin, l'objectif, en fait, ça va être de vous présenter le matériel que j'adore permettre, suggérer, ce que j'aime suggérer, en fait, pour le jeu. Le premier coup de cœur, c'est la fameuse bûche de bois qu'on peut utiliser autant pour s'asseoir, mais autant pour le jeu. Puis quand on le transforme sous forme d'histoire, ben ça devient autre chose. Donc, je voulais vous expliquer, entre autres, une particularité. Si vous êtes une éducatrice ou une enseignante, vous voulez le promouvoir, ben, vous pouvez le mettre sous contexte d'histoire souvent pour justement engendrer davantage de jeux ou permettre davantage de jeux. Puis une des histoires que j'aime bien, ben, c'est la cabane du castor. Donc, si par exemple, vous décidez d'intégrer la bûche, vous pourriez raconter l'histoire suivante. Ben, pas l'histoire suivante, mais l'histoire suivante pourrait arriver. Donc, en explorant la cour, ben, les enfants vont découvrir des endroits parfaits pour aller construire une cabane, peut-être. Puis, avec des bûches de bois de différentes tailles, ils vont décider peut-être de créer une maison de castor. Vous allez observer, peut-être que les enfants vont empiler les bûches pour faire des murs solides, tandis que d'autres, ben, vont plutôt imaginer un endroit, une entrée peut-être pour rentrer en dessous de cette cabane, près de cette cabane-là ou bien un toit avec des branches. Donc, ils vont vraiment créer une hutte de castor. Puis une fois la cabane terminée, ben ils vont jouer avec des castors, puis en rassemblant des provisions peut-être pour l'hiver. Fait que voyez-vous, il y a quand même un beau contexte qui pourrait être créé juste en amenant la bûche, puis permettre le jeu à l'enfant. Donc, quel type en fait d'action, quel type en fait de compétences ou bien d'apprentissage qui peuvent être faites? En- J'avais envie de vous expliquer que les matériaux libres polyvalents, ils ont des fonctions assez infinies, tout comme ce qu'ils peuvent permettre au niveau du développement de l'enfant. Mais je voulais quand même vous en parler. Dans ce contexte-là, on pourrait parler entre autres de la motricité globale. Donc, les enfants pourraient transporter les bûches. Donc, tout dépendant en fait de la grosseur de la bûche, de la lourdeur même de la bûche, fait que du poids, ils vont être emmenés à transporter ces bûches-là. Ils vont être aussi amenés à les empiler. Donc, est-ce qu'ils vont être capables d'en empiler une, deux ou trois pour construire leur fameuse cabane de castor?
Puis, ils vont être en train aussi de réfléchir à tout ce qui est en lien avec la résolution de problèmes. Donc, pour les stabiliser, par exemple, pour éviter qu'ils tombent. Si on revient à la motricité globale, ben, on va aussi parler, ça va favoriser la coordination. Donc, prendre des bûches, donc à deux mains pour nos plus jeunes. Il y en a qui vont prendre aussi deux bûches pour les plus vieux, quatre bûches peut-être même. Fait qu'on va parler aussi de la force et même de l'endurance musculaire. Donc, c'est intéressant de varier les grosseurs de bûches, mais aussi les types de bois utilisés. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Fait que les types de bois, la grosseur, la longueur aussi de la bûche de bois peut avoir un impact aussi sur la motricité globale. Peut aussi avoir un impact sur la collaboration. Donc, si les enfants se retrouvent, par exemple, si cette histoire-là de cabane de castor se retrouve, par exemple, dans un contexte en plein air ou dans la cour, ça peut avoir un impact. Puis quand on parle de favoriser la collaboration, bien souvent, c'est que peut-être c'est pour construire ou planifier la cabane ou tout simplement même transporter les grosses bûches. Donc, il y en a qui vont avoir besoin d'un autre enfant ou d'un autre collègue pour transporter ces bûches-là. Puis c'est commun là, de voir ça autant en éducation plein air ou de le voir en contexte aussi dans une cour extérieure. On peut parler aussi de créativité. Donc, les plus jeunes, en fait, vont s'imaginer davantage de scénarios autour du thème des castors. Vous-même aussi, en tant qu'enseignante, en tant qu'éducatrice, vous allez pouvoir venir renchérir avec des histoires, autant des petites histoires pour enfants, ou même des principes mathématiques en lien avec la grosseur des bûches, la hauteur des bûches, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça tienne. Donc, tout ça, c'est au niveau de la créativité, c'est très, très, très intéressant. Et je vous ai dit aussi la résolution de problèmes. Il faut que cette cabane-là, s'ils veulent que ça tienne, ben, faut résoudre les problèmes avec le matériel qu'on a. Donc, peut être aussi combiner la bûche de bois avec d'autres matériels pour être sûr que ça tienne. Donc, ça, c'est mon premier coup de cœur, la fameuse bûche de bois. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est, comme je vous ai dit plus tôt, vous allez pouvoir l'utiliser pour vous asseoir aussi, mais elle peut être transférée aussi dans différentes zones dans une même cour. N'est pas obligé d'être juste dans un espace matériel libre, mais elle peut être aussi dans l'ensemble de la cour. Mon prochain coup de cœur, c'est la fameuse bâche. On la retrouve beaucoup en contexte d'éducation par la nature. On peut aussi la retrouver dans sa cour extérieure, peut être très bien autant en milieu familial, en garderie, autant dans les écoles primaires. Si par exemple, on se disait, si on se créait un petit contexte, ce serait encore la petite cabane, mais voyez-vous, on peut venir la renchérir, la petite cabane, avec celle de l'histoire du castor. On peut venir la renchérir avec la fameuse page de plastique. Si par exemple, un jour de pluie, les enfants trouvent une grande bâche de plastique dans le coin des matériaux libres. Ben, ensemble, ils vont peut-être décider de créer un abri pour se protéger des gouttes, pour jouer plus longtemps à l'extérieur. Si par exemple, les vêtements sont peut-être moins appropriés, par exemple, ben, ils vont peut-être jouer plus longtemps dehors. Vous allez peut-être même vouloir prendre la collation en dessous de cette bâche-là. Ben, les enfants, en fait, pour se protéger, ils vont utiliser des branches là, pour faire des poteaux, pour tendre la bâche. Un fameux classique camping, là. Donc, on utilise peut-être le plus grand bâton au milieu pour faire en sorte que l'eau s'écoule de chaque côté. Puis une fois que l'abri va être en place, ben, ils vont s'installer en dessous pour imaginer qu'ils sont dans une cabane en plein milieu de la jungle. Vous allez peut-être vouloir même faire un apprentissage en dessous. Le simple fait d'installer ou de mettre une bûche à la disposition, une bâche, pardon, à la disposition des enfants, la première chose, ben, ça va peut-être être justement de manipuler la bâche. Donc, la défaire, l'étendre. S'il y a un grand coup de vent, qu'est-ce qui se passe? Donc, on remarque d'autres choses avant que ça prend au vent. Peut-être que ça fait même un autre, ça fait même ajouter à la difficulté, en fait, de la manipulation de la bâche. Donc, au niveau de la manipulation de la bâche, mais il y a aussi nouer les cordes. Donc, si jamais, avec les plus vieux, vous décidez, par exemple, de donner des bouts de corde des petits bouts de corde pour venir attacher, venir solidifier la chose, euh, ben déjà là, la dextérité, la manipulation de la corde, c'est quelque chose d'intéressant. On va parler aussi de résilience, donc s'adapte aux conditions météorologiques et apprennent à voir la pluie comme une opportunité de jeu.
Donc, voir la pluie comme une opportunité de jeu, c'est pas pour tout le monde. Euh, Quand on est dans un contexte d'éducation par la nature, on se dit, ben, c'est favorable, la pluie, c'est correct, c'est pas dramatique, même s'il y en a. On se dit, on s'habille bien, on va promouvoir aussi, on va donner aussi le matériel nécessaire pour faire l'activité. Et la bâche est un essentiel, à mon avis. Puis pour passer par-dessus ces conditions météorologiques-là, ben, la bâche, ça peut être un beau, vraiment une belle stratégie. Ensuite de ça, il va y avoir le travail d'équipe. Donc, ils vont coopérer justement pour ériger l'abri, pour la maintenir aussi en place. Je vous ai parlé du vent tantôt, de la pluie. Donc, c'est tous des facteurs qui font en sorte que le vent peut prendre dans la bâche. OK, on va venir l'attacher plus solidement à cet endroit-là. Il y a vraiment un beau travail d'équipe. Attacher une bâche aux quatre coins, toute seule, avec un gros coup de vent, ça peut être ça peut être euh, plus difficile, mais justement, avec un travail d'équipe, c'est des choses qui peuvent se faire très bien. Donc, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi les connaissances environnementales. Si, par exemple, les enfants décident de se créer ce fameux abri-là, sans en dessus de la pluie, on peut parler justement en tant qu'enseignante, en tant qu'éducatrice, des facteurs de qu'est-ce que c'est la pluie, du climat aussi, pourquoi il y a la pluie, pourquoi il y a des vents forts, d'où vient le vent, comment ça se forme, des habitats aussi naturels, par exemple. Si, là, dans ce contexte-là, ils vont s'imaginer peut-être qu'ils sont en pleine jungle, donc on peut parler aussi de la pluie dans la jungle, sur les feuilles. Donc, il y a vraiment euh, tous ces concepts-là qui peuvent être imaginés juste autour d'une bâche puis de la pluie. Donc, c'est intéressant. Puis, on parle aussi de résolution de problèmes. Donc, ils trouvent des solutions afin de limiter la quantité d'eau qui va peut-être rentrer, en fait, là, en dessous de leur bâche. Donc, ils vont se trouver des solutions. Est-ce qu'ils vont commencer à monter des murs? Donc, est-ce ils vont réutiliser l'abri qu'ils vont avoir fait pour la cabane de castor pour se dire, OK, ben, cette cabane de castor est maintenant rendue une cabane en plein milieu de la jungle, puis on met la bâche par-dessus, donc on va éviter que l'eau rentre. Donc, c'est des stratégies qu'ils peuvent découvrir. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, la bâche de plastique. Elle est versatile. Elle peut être autant utilisée sortie du contexte de l'histoire, autant pour glisser l'hiver, autant pour s'abriter, autant pour venir se couvrir. Donc, ça peut faire une couverture aussi. Ce sont vraiment plein de possibilités avec cette belle bâche de plastique. Et en plus, c'est pas très dispendieux, donc elle peut être coupée aussi en plus petits morceaux. Ou sinon, même, il en existe de différentes tailles, là, tout simplement. Donc, ça, c'est le deuxième que j'aimais vraiment beaucoup, que je voulais vous présenter. Le troisième, c'est la fameuse caisse de lait. Puis je vais dire, là, je suis fatigante avec ça parce qu'à chaque fois, je donne une formation sur les matériaux libres polyvalents dans les milieux familiaux, pas dans les milieux familiaux, mais dans les garderies ou bien dans les écoles. La caisse de lait, c'est tout le temps mon exemple. Puis, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout comme l'enfant fait, en fait, c'est un enfant de 4 ans. euh, ils, ils peuvent s'imaginer des histoires incroyables, peuvent transporter, déplacer, combiner. Fait que c'est vraiment, à mon avis, c'est la meilleure définition de matériel libre polyvalent. Euh, Puis si on était, par exemple, en contexte, si on se racontait une histoire, si on rentrait dans l'histoire des enfants, euh, si par exemple, avec une collection de caisses de lait, les enfants décidaient de construire un village, ben, ils vont peut-être décider de les empiler, de créer des maisons, des ponts même, puis ils vont faire même une tour d'observation comme le jeune homme ici. Puis en se déplaçant à travers le village, ben, ils vont jouer à explorer les terres inconnues, à grimper sur des sommets imaginaires. Donc, toute cette histoire-là derrière, qui est intéressante avec la caisse de lait. Donc, ce village d'explorateurs-là va peut-être naître. Puis ça, c'est une histoire parmi tant d'autres, puis c'est une histoire que j'ai voulu vous raconter, mais chaque enfant va avoir son histoire. Puis, si par exemple, dans ce contexte-là de village d'explorateurs, on se disait, ben, c'est quoi les capacités ou les habiletés ou pas les cap, oui, les habiletés ou quel type d'effets bénéfices, c'est quoi les bénéfices en fait de cette histoire-là? Ben, il pourrait avoir des bénéfices autant sur l'équilibre et la coordination. Marcher sur des caisses de lait,
grimper en toute sécurité, pour renforcer la motricité globale. Donc, les caisses de lait sont parfois stables, parfois instables, tout dépendant sur quel sol. Donc, c'est ça. L'équilibre, la coordination. Juste le fait des fois de passer d'une caisse à l'autre, si elle est sur un sol, soit en asphalte, peut être plus glissante. Mais si elle est dans le sable, elle est un petit peu plus stable. Si elle est dans un espace où il y a des copeaux de bois, elle risque aussi d'être un peu plus glissante. Tout dépendant si elle est dans la terre, un petit peu plus stable. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Fait que de passer de caisse en caisse, est-ce que j'en mets une, j'en mets deux? Est-ce que je les mets proches, je les éloigne? Donc, pour l'équilibre, la coordination, c'est intéressant. Pour la pensée spatiale, ils planifient, par exemple, dans cette histoire-là, ben, ils vont peut-être planifier où et comment empiler les caisses pour construire des structures stables. Donc, toute cette pensée spatiale-là, donc, ou les placer, comme je vous disais tout à l'heure, pour s'assurer que ça soit viable lorsqu'ils vont se déplacer à travers l'espace. C'est aussi le jeu symbolique. Donc, les caisses deviennent des objets variés selon leur imagination. Donc, est-ce que c'est une maison, une montagne, tout simplement un véhicule pour se déplacer? Est-ce que c'est un pont? Est-ce que c'est... Donc, tout ça va donner vie juste parce qu'on leur met à leur disposition une caisse de lait. Ensuite de ça, on va parler de la socialisation. Donc, les enfants discutent et négocient pour organiser leur village. Fait que les enfants, tout simplement, ils vont dire, OK, on va mettre, par exemple, ici, le pont, ici, on va mettre le château, ici, on va mettre les petites maisons et va se créer quelque chose. Et là, il y en a tout le temps un ou deux qui vont dire, non, ici, c'est pas le château, ici, ça va être la maison du castor, par exemple. Et là, l'histoire va peut-être avoir une autre vie. Et ça va tout simplement grandir comme ça. Donc, juste le fait de leur donner une caisse de lait, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire parmi tant d'autres, mais c'est votre rôle en tant qu'éducatrice ou enseignante d'aller voir quelle est l'histoire, puis comment est-ce que vous pouvez même bonifier cette histoire-là ou cette exploration-là. Et c'est ça l'objectif, en fait, c'est de connaître qu'est-ce qui se développe chez l'enfant, puis de se dire, OK, est-ce que je peux en donner une autre? Est-ce que je leur donne plus de caisses? Est-ce que je leur donne moins de caisses? Est-ce que je leur donne une planche de bois? Est-ce que je les combine avec une bûche de bois? Et là, les capacités, puis les capacités peuvent prendre de l'ampleur, puis même venir se bonifier tout simplement. Fait que c'est ça qui est intéressant. Mais j'aime beaucoup la caisse de lait quand on la combine, même seule aussi, c'est intéressant. Et le dernier, et non le moindre, que j'aime vraiment beaucoup, c'est la fameuse planche de bois. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Dans ce fameux village-là qu'on parlait tout à l'heure, il y avait des caisses de lait. Puis s'il y a un pont, est-ce qu'on fait juste un pont en caisse de lait ou on fait un pont avec une planche de bois? Fait que ça aussi, ça peut être intéressant. Si on pouvait le mettre en contexte dans une histoire, euh, si par exemple les enfants décidaient de prendre quelques planches de bois, puis des supports naturels comme des pierres ou des bûches, comme je vous parlais, pour se créer des parcours d'aventure, ben, ils équilibrent ils équilibrent les planches pour en faire des ponts, dessinent des flèches, ou même pour guider les explorateurs. Donc, s'il y était des explorateurs dans ce contexte-là, ben, ils utiliseraient comme des pierres, des bûches, des planches de bois pour vraiment se créer peut-être des sentiers, venir les planter dans le sol pour qu'ils se tiennent comme ça ici. Donc, ils vont peut-être venir se créer aussi une cabane pour s'ils sont dans l'Himalaya, donc ils veulent se créer des cabanes comme ça. Donc, c'est intéressant. Un élément avec la planche de bois, tout dépendant de la grandeur, euh, donc souvent, ils vont peut-être amener à sauter par-dessus les planches ou même sur les planches, ou même marcher tout simplement. Des fois, aussi, ça va être pour ramper, donc ils vont passer en dessous. On va parler aussi de la prise de risque parce que les enfants vont tester leurs limites. Peut-être ils vont se dire, OK, ben, je vais la mettre plus longue, donc je vais l'élever un petit peu plus haute pour que je puisse marcher peut-être un petit peu plus haut. Ça va être aussi de la résolution de problèmes. Donc, ils vont planifier peut-être un parcours, ils vont le modifier en fonction des défis rencontrés, donc pour atteindre un objectif spécifique.
On va parler aussi d'autonomie. Chaque enfant va adapter sa manière de compléter le parcours selon ses capacités. Avec tous les éléments dont je vous ai parlé, de manière générale, ça a tellement, peu importe l'histoire que les enfants vont se créer, et je le répète, le type de pièces et le nombre de pièces que vous allez leur offrir va avoir un impact sur le niveau de créativité, d'inventivité et de découverte chez l'enfant. Donc, même au niveau de ses habiletés motrices, au niveau de l'impact sur la prise de risque aussi que ça va faire, ça va prendre. L'enfant va peut-être avoir un intérêt de jouer avec ça, avec les différents matériaux, puis il va se dire: «Hey, j'aimerais ça essayer peut-être». Il se dira pas ça comme ça, mais il va faire des actions, heu, qu'il avait jamais pris avant, qu'il avait jamais fait avant, juste parce qu'on leur permet de jouer avec ce matériel-là. C'est un peu dans ce sens-là. Puis la planche de bois, par exemple, si vous en mettez une petite planche de bois, c'est pas le même type d'action que si vous en mettez des plus grandes. Donc, il faut réfléchir aussi à la grosseur, à la quantité, au type de matériel aussi qu'on leur met à leur disposition, parce que ça a un impact sur beaucoup de composantes chez l'enfant. Là, je vous ai mis en termes de, je vous ai mis des contextes juste pour vous expliquer qu'est-ce que ça pouvait, entre autres, développer rapidement chez un enfant. Mais c'est à vous, en tant qu'enseignante, en tant qu'éducatrice, de prendre ce matériel-là, de vous l'approprier, de le tester, de dire, OK, ben les enfants pourraient, par exemple, jouer comme ça, OK, puis de vous laisser impressionner aussi par ce que les enfants peuvent faire, parce que les autres vont arriver avec leurs histoires, vont arriver avec leur imagination, leur créativité, ils vont créer des choses. Mais vous, si vous avez déjà des idées, des fois, vous pouvez amener des enfants ailleurs ou leur faire comprendre des choses aussi intéressantes. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que je voulais vous apporter mes coups de cœur parce que je pense que si demain matin vous dites, moi, je veux naturaliser mon environnement, mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux mettre à leur disposition. Moi, c'est mes coups de cœur. Donc, honnêtement, il y a du plaisir garanti avec ça. Puis, il s'agirait de soit prendre une formation sur les matériaux libres polyvalents ou tout simplement, il y a d'autres webinaires. Il y a même un article de blog sur le site Internet de Nalu Éducation sur justement les matériaux libres polyvalents. Donc, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Donc, ça peut vraiment être un plus pour votre environnement, juste pour commencer à naturaliser. Parce qu'on sait que un des critères généraux pour naturaliser, c'est l'intégration du matériel libre et polyvalent. Donc, c'est ce qui en est pour, en fait, de mes coups de cœur au niveau des matériaux libres. Je vous en ai nommé 4. Donc, vous pouvez même déjà, à partir de demain, commencer à les utiliser. Vous assurer en fait, qu'ils sont toujours, utiles, donc ils sont toujours sécuritaires pour le jeu. Quand on parle de sécuritaire pour le jeu, donc on fait attention là, s'il y a des accros, donc on peut venir sabler les planches de bois, les caisses de lait qui sont intactes, s'ils sont brisés. S'ils sont brisés, on vérifie là, s'ils sont, ils ont un accro pour le jeu, donc ce serait juste de le retirer, de le réparer et après ça, le remettre à l'enfant. Les bâches, s'assurer en fait qu'ils sont pas moisis. Puis ensuite de ça, pour le dernier, je retourne. euh, ben, j'ai même les bûches de bois. Les bûches de bois, juste s'assurer qu'ils sont pas infestés, là, tout simplement, de, de petites termites ou quoi que ce soit là avant de les donner pour l'enfant, au jeu pour l'enfant. Prochain webinaire, c'est mardi le 25 février. On va parler de naturaliser l'intérieur de son milieu. Donc, c'est les coups de cœur. Je n'ai pas parlé souvent de l'intérieur des aménagements intérieurs, mais je souhaite là, commencer à vous en parler de plus en plus. Naturaliser l'intérieur, entre autres, on parle des principes un peu plus biophiliques. Donc, je vais vous introduire à ça, à qu'est-ce que c'est, et je vais vous apporter mes coups de cœur aussi pour commencer aussi à en amener un peu de nature à l'intérieur. Donc, prochain webinaire, mardi le 25 février, 18h30 à 19h, c'est encore en ligne. Puis n'hésitez pas à vous abonner là, à l'infolettre pour avoir plus d'informations, puis même savoir quand est-ce que ce webinaire va être disponible là, en rediffusion. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.